Tu es attaché à ton siège dans le vaste univers avec la Terre derrière toi qui devient de plus en plus petite. Tout autour de toi, il y a des interrupteurs et des commandes pour garder le vaisseau spatial intact. Toi et 2 autres membres d'équipage travaillez dur. Par le hublot, tu vois des météores qui volent et des étoiles et des planètes au loin. Tu es sur le point d'être l'une des premières personnes à atterrir sur la Lune après des années de recherche et de tests. Tu dois considérer toutes les étapes avec méthode, sans quoi tu pourrais faire face à de nombreuses complications, comme t'écraser contre un astéroïde volant. Ou même être laissé dans le vide de l'espace sans aucun moyen de rentrer. Les recherches montrent qu'environ 1/3 de tous les alunisages ont rencontré plusieurs problèmes. Le lancement vers la Lune nécessite une fusée spéciale, voyageant à plus de 40 000 km/h. Et une fois en orbite lunaire, le vaisseau spatial peut se détacher de la fusée et naviguer jusqu'à la surface de la Lune pour atterrir. Sur le papier, ça semble simple, n'est-ce pas? Mais trouver le moyen mathématique d'alunir était la raison pour laquelle poser un humain sur la Lune semblait être une idée inconcevable. Néanmoins, les scientifiques ont réussi à la concrétiser en étudiant et en observant le vol des hélicoptères. Contrairement à un avion, qui a besoin de vitesse pour décoller, les grandes hélices d'un hélicoptère lui donnent une portance suffisante pour s'envoler. En gros, elles doivent tournoyer avec suffisamment de force pour soulever le poids de l'appareil au sol. En gardant cela à l'esprit, il faut tenir compte de la force gravitationnelle qui tire tout vers le bas. Sur Terre, la force de gravité est de 9,81 mètres par seconde carrée. Sur la Lune, elle n'est que de 1,6 mètres par seconde carrée. Donc, nous avons en grande partie compris comment atterrir sur Terre. Mais qu'en est-il de l'atterrissage sur une surface qui t'aide à peine à le faire? Il y a eu 3 étapes. Faire toutes les recherches et les calculs nécessaires pour prévoir les conditions appropriées, mettre au point un véhicule d'essai pour s'entraîner, et utiliser un simulateur de vol pour imiter les conditions de l'atmosphère lunaire. Les hélicoptères ne sont pas vraiment les meilleures références pour l'atterrissage, puisque la gravité fait le gros du travail, et le vaisseau spatial ne ressemble en rien à un hélicoptère. Il fallait simuler un vaisseau spatial de seulement 1/6 de son poids. Comme l'attraction gravitationnelle sur la Lune est plus faible que sur Terre, il est vital de savoir naviguer dans ces conditions en vue du moment où les choses se produiront pour de vrai. Les scientifiques de la NASA ont décidé de se procurer un hangar à grues pour soulever le vaisseau spatial au moyen de câbles tout en simulant le vol et l'atterrissage. Un peu comme les cascadeurs de cinéma, auxquels on attache des câbles pour les scènes d'action. Mais ce n'était toujours pas suffisant pour déterminer si l'on pouvait bien se poser correctement sur la Lune sans les câbles de sécurité. Il fallait une vraie liberté de mouvement. Et on est donc retourné à la planche à dessin. Ils étaient sur le point de jeter l'éponge jusqu'à ce qu'ils trouvent une idée brillante pour simuler les conditions d'alunissage. Installer une sorte de ventilateur à réaction détachable dans le fond du vaisseau spatial afin de maintenir une poussée constante vers le haut. En faisant cela, ils ont pu créer un scénario où l'engin pèserait 1/6 de son poids sur Terre, mais sans les câbles de sécurité pour le retenir. Toutefois, après de nombreuses tentatives plus ou moins réussies, la seule façon de voir si l'alunissage était possible était de le faire pour de vrai. Donc, loin de la Terre, toi et ton équipage apercevez la Lune par la fenêtre. Elle est beaucoup plus grosse qu'elle n'y paraît depuis la Terre. Sa surface remplit toute la fenêtre, mais l'alunissage sera loin d'être un jeu d'enfant. Le vaisseau spatial doit se mettre en orbite autour de la Lune afin de déterminer le meilleur moment pour atterrir. Mais ne t'inquiète pas, c'est la raison pour laquelle tu as une équipe avec toi. Il faut parfois plus de 24 heures pour savoir quand et où se trouve le créneau et l'endroit idéal pour atterrir après avoir effectué divers tests et mesures. Et une fois que tu as obtenu les meilleurs résultats, le vaisseau spatial lui-même se détache de celui en orbite et se dirige vers le sol. C'est là que la physique de l'hélicoptère entre en jeu. Un hélicoptère doit s'incliner d'au moins 5 degrés pour avancer après s'être élevé du sol. Même chose pour aller en arrière. Mais c'est parce qu'il a la gravité pour l'aider. Au-dessus de la Lune, planant dans le vide spatial, le vaisseau doit s'incliner d'au moins 30 à 40 degrés pour avancer. Dès que le vaisseau atteindra un bel endroit pour alunir, il reviendra à 90 degrés et se posera lentement sur la surface. En t'approchant, tu peux voir la surface de la Lune à quelques mètres de toi. C'est la partie la plus délicate, mais vous vous en sortez bien. L'équipe du centre de contrôle sur Terre ne pourrait pas être plus heureuse. Les membres de l'équipage sont également ravis de ce que tu as accompli. Tu enfiles ta combinaison spatiale et ton équipement et tu descends lentement l'échelle.
Tu laisses ta première empreinte sur la Lune et tu regardes au loin. La Terre n'est qu'un petit point bleu très éloigné. Tu es capable de faire des bonds de lapin dans cette gravité quasi nulle. Toi qui rêvais de maîtriser le moonwalk. Après avoir passé beaucoup de temps sur la Lune, il est temps de rentrer. Neil Armstrong, le premier homme à avoir posé le pied sur la Lune, n'a passé qu'environ 2h30 à sa surface avant de revenir. Mais zut, tu as oublié les clés à l'intérieur du module et maintenant tu es coincé. Non, c'est une blague. Même si ça aurait été un sacré rebondissement pour notre histoire. Tu remontes et tu remets l'appareil en orbite pour rejoindre l'autre vaisseau au-dessus de toi. Une fois que tu t'es reconnecté, tu quittes l'orbite de la Lune et tu rentres sur Terre. En envoyant régulièrement des humains sur la Lune, on pourra bientôt s'attaquer à la prochaine grande étape, qui est d'atterrir sur Mars. Le célèbre rover d'exploration, Curiosity, a parcouru la surface de Mars et a recueilli les informations nécessaires pour que des humains puissent y atterrir à leur tour. Et la NASA a pour objectif d'y envoyer les premiers humains après 2030. Ce voyage sera des centaines de fois plus difficile que celui vers la Lune, mais de nombreuses questions scientifiques trouveront réponse une fois qu'il aura lieu. Les humains pourront peut-être y recueillir certaines ressources naturelles et même y construire des avant-postes et des colonies. Les possibilités semblent infinies, tout comme les défis. La distance de la Terre à la Lune est d'environ 400 000 km. Mars, en revanche, se trouve à environ 56 millions de kilomètres de nous. Il est possible qu'un nouvel avant-poste humain soit stationné sur Mars. Il s'agirait de bâtir une nouvelle communauté de scientifiques et d'ingénieurs pour tirer le meilleur parti de ces conditions. Elle serait complètement autosuffisante et disposerait de moyens appropriés pour l'agriculture et l'élevage. Et en laissant des humains sur Mars pendant si longtemps, les scientifiques pourraient enfin comprendre le fonctionnement de la planète. Mais si l'on veut comprendre comment le corps humain réagit à l'environnement de l'espace lointain, il faudra d'abord beaucoup d'entraînement avant d'obtenir ce fameux ticket pour Mars. L'expérience la plus proche d'une colonie au milieu de nulle part est la station Amundsen Scott au pôle Sud. Elle est conçue pour résister à toutes les conditions extrêmes de ce froid sec et glacial. Être au bout du monde peut être assez éprouvant sans un bon entraînement. Ce n'est peut-être pas aussi loin que Mars ou la Lune, mais se trouver au pôle Sud, c'est comme arriver sur une toute nouvelle planète. La station elle-même est équipée pour fournir les conditions adéquates dont chacun a besoin pour être à l'aise. En plus d'un système de chauffage performant, la station dispose d'une salle de loisirs pour le sport et la musique, d'une bibliothèque, d'un salon et même d'une serre pour faire pousser de bons fruits et légumes. À vrai dire, cette serre est la seule chose qui te donnera l'impression d'être dans une forêt tropicale. Et avant même de postuler là-bas, tu devras passer un examen rigoureux pour voir si tu peux supporter l'isolement pendant des mois. Non pas parce que tu serais complètement seul, mais tout de même bien loin de la civilisation. Toute la population de l'Antarctique est composée de scientifiques et d'ingénieurs. Et tu devras te faire examiner par un médecin pour déterminer si tu es physiquement apte à séjourner là-bas. La station est construite là pour que les scientifiques puissent étudier les conditions de l'espace et les phénomènes liés à la géologie. Le fait de se trouver dans le plus grand désert du monde peut s'avérer épuisant. Lorsque tu quittes la station, tu dois porter au moins 3 couches de gants, des pulls et des vestes extrêmement épais afin de résister au froid. On a même comparé le fait de marcher au pôle Sud à l'exploit qu'est celui de marcher sur la Lune. Des décennies se sont écoulées depuis le dernier alunissage habité. La mission Apollo 17, conduite en décembre 1972. Ne serait-il pas temps d'envisager de retourner sur notre satellite poussiéreux? Et peut-être même d'y rester? La NASA a bien fait quelques promesses à ce sujet. Elle se prépare à envoyer de nouveau des astronautes sur la Lune, peut-être d'ici 25 ans. Tout cela se fera dans le cadre d'un programme répondant au nom d'Artemis, et la première femme à se rendre sur la surface lunaire en fera partie. Tu te demandes peut-être pourquoi nous ne sommes pas retournés sur la Lune depuis tout ce temps? Un ancien administrateur de la NASA a dit quelque chose d'intéressant à ce sujet. Ce n'est pas en raison de problèmes scientifiques ou techniques. Le souci était que les projets potentiels auraient pris trop de temps et se seraient tout simplement avérés trop coûteux. Vois-tu, les voyages dans l'espace, surtout lorsqu'ils impliquent des êtres humains, ne sont pas de tout repos. Il est vrai que ces dernières années, la NASA a disposé de budgets de plusieurs milliards de dollars. Cela semble amplement suffisant, n'est-ce pas? Eh bien, ce n'est pas le cas si l'on consulte la liste des tâches qu'elle se propose d'accomplir.
En effet, tout doit être envisagé. Des télescopes aux projets de fusées géantes, en passant par des missions visant également le Soleil, Jupiter, Mars et bien au-delà. En d'autres termes, la NASA doit faire preuve d'une grande maîtrise budgétaire pour atteindre tous ses objectifs. Mais il n'y a pas que les finances qui posent problème. La Lune elle-même est assez problématique. Elle présente de réels dangers qu'il ne faut évidemment pas prendre à la légère. Tout d'abord, sa surface est constellée de cratères et de rochers sur lesquels il n'est pas facile d'atterrir. Ensuite, il y a la poussière lunaire, ou régolithe, si tu préfères l'appeler par son nom scientifique. Elle a été créée au fil des ans par l'impact de météorites. Elle est extrêmement dure et s'accroche à tout. Elle peut potentiellement endommager les combinaisons spatiales, les véhicules et leurs systèmes assez rapidement. Par ailleurs, la gestion de l'habitat lunaire n'est pas non plus une sinécure. La Lune n'a quasiment pas d'atmosphère protectrice. Cela signifie que pendant 14 jours d'affilée, la surface lunaire est exposée aux rayons du Soleil. Cette période est suivie de 2 semaines d'obscurité totale. Tous ces changements entraînent des températures extrêmes auxquelles nous, les humains, ne sommes pas vraiment habitués. Il existe des solutions, ne t'inquiète pas. La NASA travaille sur des combinaisons spatiales et des véhicules résistants à la poussière et au Soleil. Elle développe même un système qui pourrait fournir de l'électricité pendant ces nuits lunaires. Ce qui est encore plus enthousiasmant, c'est que ce système pourrait également s'avérer utile sur Mars, une fois que nous nous y serons posés. La NASA a également besoin d'attirer des personnes très intelligentes en vue de ses projets. Considère ceci, la moyenne d'âge des personnes travaillant au contrôle de la mission Apollo 13 était de 26 ans seulement. De plus, ces gens avaient déjà participé à de nombreuses missions à l'époque. Cela signifie qu'ils avaient acquis une expérience considérable dès leur plus jeune âge. Mais c'est là que d'autres personnes peuvent aussi apporter leur contribution. Ces dernières années, la NASA n'a pas été la seule à travailler sans relâche afin de révolutionner les voyages dans l'espace. Une poignée de milliardaires dispose de ressources suffisantes pour contribuer à ces efforts, et certains développent de nouveaux types de fusées capables d'atterrir sur la Lune. Au total, la NASA a fait atterrir 12 personnes sur notre satellite. Il s'agit certainement de l'un des moments les plus importants de son histoire, si ce n'est le plus important. Et ces astronautes ont accompli des choses étonnantes là-haut. Ils ont ramené des pierres, pris des photos, procédé à des expériences scientifiques et même laissé des drapeaux derrière eux. Ce sont là des moments clés des différentes missions Apollo. Mais celles-ci n'avaient pas pour but de créer un habitat sûr pour les humains sur la Lune. Les scientifiques réfléchissent depuis longtemps à l'idée d'une station spatiale lunaire. C'est tout à fait logique. Après tout, il ne s'agit que d'un voyage de 3 jours depuis la Terre. Cela signifie que nous pouvons, techniquement, nous permettre de faire quelques petites erreurs ici et là, sans mettre en péril l'ensemble du projet. De plus, nous pourrions en apprendre beaucoup avant de nous aventurer encore plus loin dans l'espace. Une base lunaire pourrait nous fournir du carburant pour les missions dans l'espace lointain. Nous pourrions aussi y construire des télescopes et les propulser plus facilement dans l'espace. Cette base pourrait aussi nous aider dans un autre projet d'ampleur, trouver le moyen de rendre Mars habitable. Sans oublier qu'une station spatiale lunaire nous aiderait à en apprendre davantage sur l'origine de la Lune. Qui sait, tout cela pourrait même rapporter de l'argent, grâce à tout le tourisme lunaire engendré. En tout état de cause, le programme lunaire Apollo a demandé beaucoup de travail. Pour commencer, regardons le seul nombre des personnes impliquées. Environ 400 000, venus de tous les coins des États-Unis. Tout ne s'est pas parfaitement déroulé. Loin s'en faut. Au moins 2 incidents catastrophiques se sont produits. Tout d'abord, un incendie s'est déclaré sur la rampe de lancement d'Apollo 1. Ensuite, un réservoir d'oxygène a décidé de faire des siennes à bord d'Apollo 13, causant de graves problèmes en cours de mission. Une partie importante du processus reposait sur le projet Saturne V. C'est à ce jour la fusée la plus puissante à avoir décollé avec succès, avec une hauteur équivalente à 36 étages. Tu as du mal à envisager la chose ? Cette fusée était 2 fois plus haute que les chutes du Niagara. Grâce à Saturne V, la NASA a mené à bien 13 missions. Elle a notamment conduit 24 astronautes vers la Lune, la moitié d'entre eux ayant même fait un petit tour à sa surface. Les fusées et les navettes spatiales actuelles sont pour la plupart incapables de dépasser l'orbite terrestre basse. En termes plus simples,
elles ne peuvent pas atteindre la Lune avec à leur bord toute la machinerie dont les astronautes ont besoin pour prospérer. Les engins spatiaux actuels ne sont tout simplement pas capables de transporter une telle charge, du moins pas depuis les missions Apollo. Quoi qu'il en soit, nous avons accompli de nombreux progrès sur Terre et nous serons prêts à envoyer de nouveau des astronautes sur notre satellite d'ici peu. C'est là que le projet Artemis entre en jeu. Il s'agit d'un programme supervisé par la NASA. Et pour s'assurer que tout se passe bien, celle-ci a déjà affrété la mission Orion. Un vaisseau spatial sans équipage, censé se mettre en orbite autour de la Lune puis revenir sur Terre. Tu peux voir cela comme un essai entièrement automatisé. Avant d'envoyer à nouveau des gens dans l'espace, il fallait bien nous assurer que tous les dispositifs fonctionnaient correctement. Et un jour, Orion sera le véhicule qui emmènera à nouveau des astronautes sur la Lune. Il est équipé d'un système d'interruption de lancement pour assurer la sécurité des astronautes en cas d'incident lors du décollage. Il est également équipé d'un module de service, qui se trouve être la centrale électrique, qui alimente et propulse Orion et maintient les astronautes en vie en leur fournissant de l'eau, de l'oxygène, de l'électricité et en contrôlant la température ambiante. Tous ces projets futurs nous amènent à nous interroger. À quoi ressemblera la vie sur la Lune ? Pour l'instant, nous ne pouvons que faire appel à notre imagination. Certains prétendent que nous vivrons dans des habitats tout droit sortis d'un conte de fées. Des maisonnettes semblables à des trous de hobbits bien douillets. Vivre sous terre sur la Lune pourrait s'avérer une nécessité en raison des températures extrêmes et du manque d'oxygène. Si l'on ajoute à cela la menace des météorites et les radiations incessantes, il n'est guère étonnant que nous ne puissions pas toujours nous aventurer à la surface. Qu'en est-il du transport ? Des entreprises, grandes ou petites, tentent de créer le moyen de transport idéal sur la Lune. Si les projections actuelles se confirment, un type de taxi lunaire devrait être capable de décoller dans les 24 heures. Contrairement à nos fusées actuelles, ces taxis de l'espace n'auront pas à faire face aux conditions difficiles de la rentrée dans l'atmosphère terrestre. Il leur sera donc plus facile d'effectuer de multiples allers-retours. Pour rendre notre vie lunaire possible, nous devrons disposer d'une zone spéciale permettant aux taxis spatiaux de décoller et d'atterrir en toute sécurité. Il s'agirait d'une aire d'alunissage définie sur une surface ferme et plane et protégée par de hauts murs contre la poussière lunaire. Se déplacer sur la surface de la Lune sera également plus facile. Les véhicules de nouvelle génération dont nous parlons disposeront de leur propre environnement contrôlé. Ce qui signifie que tu n'auras pas besoin de combinaison spatiale à l'intérieur. S'il te prend l'envie de sortir un peu de ton véhicule spatial, il te faudra bien sûr enfiler ta combinaison. D'accord, nous avons trouvé notre maison et notre voiture. Mais qu'en est-il du carburant ? C'est là que la Lune nous donne un petit coup de pouce. La gravité lunaire plus faible signifie que nous n'avons pas besoin d'autant d'énergie pour échapper à son attraction. De plus, la Lune recèle de la glace, ce qui est extrêmement pratique, car nous pourrions être en mesure de convertir cette glace en carburant pour nos fusées. Nous aurons besoin d'engins spatiaux spécifiques pour nous aider à extraire cette glace. L'un de ces outils est baptisé Trident. Il s'agit d'une sorte de foreuse, parfaite pour creuser la surface glacée de la Lune. D'autres robots aideront à transformer cette glace en carburant et à l'acheminer vers une station-service spatiale. Si cela fonctionne, les fusées en route pour Mars pourraient s'y arrêter afin de faire le plein de carburant. Que diriez-vous de jouer au golf, non pas sur Terre, mais sur la Lune ? Remontons 50 ans en arrière. Un astronaute a transformé la surface lunaire en un parcours de golf super insolite, du jamais vu. Tous les golfeurs vous diront à quel point il est difficile d'éviter les fosses de sable. Maintenant, imaginez Alan Shepard, un astronaute de la NASA, se débattant sur une surface toute de poudre très fine. Au cours de la mission Apollo 14, il a fait une pause pour montrer ses talents de golfeur de l'espace à tous ceux qui le regardaient depuis la Terre. Après son premier coup, il s'est empressé d'en faire un autre. La balle semblait aller à l'infini. Revenons un instant à notre réalité. Grâce aux recherches de l'United States Golf Association, ou USGA, nous disposons de quelques chiffres. Les chercheurs ont constaté que la première balle lunaire d'Alan a parcouru 22 mètres, et la seconde 37 mètres. La comparaison avec les coups de golf sur Terre ? Dans des conditions normales de gravité, la balle parcourt en général une centaine de mètres. Une technique parfaite sur Terre, grâce à la technologie et à l'entraînement, ne veut donc pas dire que nous serions forcément des champions sur la Lune. Mais rendons hommage à Alan. Jouer au golf sur la Lune, ce n'est pas aussi simple qu'on pourrait le penser. Il ne disposait même pas d'un vrai club. Il avait dû en fabriquer un en attachant à un collecteur d'échantillons lunaires
une tête de club emportée à bord de la mission. Et puis imaginez-vous aussi qu'il portait une combinaison très peu pratique. Un swing dans une tenue rigide comme du carton? Pas facile. Par conséquent, Alan ne put faire son swing qu'avec une seule main. Envie d'essayer? Vous ne pourrez peut-être pas jouer au golf sur la Lune de sitôt, mais vous pouvez essayer de jouer sous l'eau. On dit que les conditions y sont similaires. Mais les choses deviennent encore plus intéressantes. L'USGA ne s'est pas contenté de croire Alan sur parole. Les chercheurs ont décidé de mener l'enquête. Pour commencer, ils ont utilisé des images hyper sophistiquées de la mission Apollo 14. Ils ont également utilisé les images de haute qualité prises avec la Moon Camera de la NASA, lancée en 2009. À l'aide de ces images, ils ont pu retracer le trajet de ces 2 balles de golf. Alan est tombé amoureux de son club de golf lunaire, et il l'a rapporté sur Terre. Rien de plus normal, me direz-vous. Mais voilà, en ce temps-là, les astronautes abandonnaient certains objets inutiles sur la Lune, afin de faire de la place pour les échantillons. Mais il emporta son club. Ainsi, dans les années 70, ce club de golf de l'espace s'est retrouvé exposé dans le musée de l'USGA, dans le New Jersey. Contrairement aux clubs ordinaires, celui-ci avait une particularité. Fabriqué en aluminium et en téflon, il était conçu pour se plier afin de prendre le moins de place possible dans un module lunaire. Mais comment cette idée de faire du golf sur la Lune a-t-elle vu le jour? Eh bien, en 1970, la légende du golf Bob Hope a rendu visite à la NASA. Inspiré par la passion du champion, Shepard a eu une idée, du golf sur la Lune. Pour réaliser son rêve, il a travaillé avec un professionnel de ce sport, ainsi qu'avec des techniciens de la NASA. Ensemble, ils ont fabriqué un club qui répondait aux strictes normes de sécurité de l'agence spatiale. Mais attention, Alan ne voulait pas faire quelque chose de simplement extravagant. Souvenez-vous, voyager sur la Lune nécessitait des protocoles très stricts. Il ne partait pas faire un pique-nique là-haut. Alan s'est donc assuré que les responsables de la NASA étaient d'accord avec cette petite partie de golf impromptue. Au début, ils furent sceptiques, mais ils donnèrent finalement leur feu vert après qu'Alan ait exposé son plan. Il leur a promis qu'il ne jouerait que si tout se passait bien lors de la mission. Déterminé à atteindre la perfection, Alan s'est préparé comme un champion. L'histoire raconte qu'il enfilait sa lourde combinaison spatiale et allait s'entraîner dans des endroits secrets. Des décennies plus tard, il pense encore à son escapade lunaire. Il est le seul golfeur à avoir jamais swingé sur la Lune. Les astronautes n'ont pas seulement laissé des balles de golf lors de leur voyage. Ils ont en fait abandonné un grand nombre d'objets sur la Lune entre 1969 et 1972, l'année du dernier alunissage. Chaque fois que vous admirez la Lune, souvenez-vous qu'il y a là-haut une jolie photo de famille, d'énormes gadgets scientifiques, une petite statue, un tas de sacs de déchets, et, aussi, quelques drapeaux américains. Les années ont passé, et techniquement, ces objets sont toujours sur la Lune. Mais dans quel état, nous l'ignorons. Les conditions sont plutôt difficiles sur la Lune. Certains objets avaient une place spéciale dans le cœur des astronautes, mais devaient quand même être abandonnés. Mais bon, laisser certaines choses signifiait qu'ils pouvaient ramener des échantillons très précieux. Vous connaissez bien ça. C'est comme quand vous devez faire de la place dans votre valise pour vos souvenirs à la fin des vacances. La NASA a-t-elle une liste complète des choses abandonnées sur la Lune? Non, pas vraiment. En fait, une équipe a essayé de créer une liste de tous ces objets. Et ils ont pu compter jusqu'à 600 articles appartenant à la seule mission Apollo 11. Et c'est sans compter les célèbres empreintes de pas de Neil Armstrong et Buzz Aldrin. Le matériel scientifique constitue l'essentiel des objets les plus volumineux sur chaque site d'atterrissage. Il y a par exemple des pièces de modules et des instruments permettant l'étude du sol lunaire. Mais on trouve aussi de très beaux témoignages. La plaque d'Apollo 11, ou un disque spécial contenant des messages de dirigeants du monde entier. Certains affirment que les astronautes ont également emporté des médailles en souvenir de cosmonautes héroïques, et qu'ils ont même laissé un rameau d'olivier en or, symbole de paix. Les missions lunaires ultérieures furent un peu plus amusantes, comme celle d'Alan Shepard et sa partie de golf. Mais c'est Charlie Duke qui remporte la palme de l'émotion. Lors de la mission Apollo 16, il a laissé une photo de sa famille Bellabo. Il voulait ainsi qu'ils fassent eux aussi partie de l'aventure. Cependant, ces photos n'ont probablement pas bien vieilli en raison de la forte exposition de la Lune au rayonnement solaire. Il y aurait même un musée d'art, là-haut sur notre satellite. Je m'explique. On y a déposé une petite œuvre d'art appelée le Moon Museum. C'est une puce en céramique de la taille d'un ongle. Elle a été créée par un artiste nommé Forrest Myers.
Ce minuscule objet présente des œuvres d'art miniatures de 6 artistes de talent. Parmi eux, on trouve par exemple le célèbre Andy Warhol, l'artiste de génie connu pour ses boîtes de soupe emblématiques et ses portraits de célébrités. Forrest Myers a déclaré qu'il voulait que son mini-musée soit déposé sur la Lune. Mais il y avait un problème. Les responsables de la NASA n'étaient pas d'accord. Cependant, Myers a déclaré dans la presse qu'il avait remis sa puce à un ingénieur travaillant sur la mission Apollo 12. Selon Myers, cet ingénieur a secrètement caché le musée de la Lune sur une des jambes de l'atterrisseur. Au cas où vous ne l'auriez pas encore compris, ces atterrisseurs lunaires ne reviennent pas sur Terre après leur mission. Prenez ceci avec des pincettes, cependant, car la NASA n'a jamais confirmé cette histoire. Vous vous demandez peut-être, mais pourquoi ont-ils laissé toutes ces choses? Parfois, c'était dans un but précis, d'autres fois, c'était purement pratique. À un moment, on a dit que lors de la mission Apollo 11 par exemple, une décision devait être prise. Les astronautes devaient rapidement déterminer ce qui était essentiel pour leur voyage de retour. Et ils ont dû créer une espèce de décharge, laissant à cet endroit tout ce dont ils n'avaient plus besoin. Abandonner des choses sur la Lune n'est pas si différent de ce que nous faisons sur Terre. Tout comme les archéologues font des fouilles pour en apprendre davantage sur nos ancêtres, les objets laissés sur la Lune marquent le passage de l'homme sur le satellite. Certains objets avaient rempli leur mission. Par exemple, le mât du drapeau, ou la caméra ayant servi à diffuser ces pas de géants si célèbres. Et de nombreux outils utilisés par les astronautes pour collecter des échantillons ont été laissés sur place, car il y avait des choses bien plus précieuses à rapporter sur Terre, des cailloux lunaires. En ce qui concerne l'état actuel de tous ces objets, les scientifiques ne sont pas tous d'accord. Nous savons que l'observateur lunaire de la NASA a détecté certaines de leurs ombres, et qu'ils sont donc toujours là-haut. Le matériel de travail avait été construit pour durer. Il se pourrait donc qu'ils soient en bon état. Mais tous ces objets personnels, ils sont probablement méconnaissables aujourd'hui. Neil Armstrong s'est préparé à sa mission sur la Lune pendant plus de 3 ans. Pour tenir face aux conditions de microgravité, il a dû apprendre à se déplacer latéralement et, attaché et suspendu à un certain angle, à marcher sur les murs. Il a aussi dû tester ses limites en suivant un régime alimentaire et un programme de sommeil très strict. Dans l'espace, il ne disposerait que de bœuf et de légumes déshydratés. À l'époque, les astronautes devaient passer du temps dans le désert, la jungle, en pleine mer et même en Arctique pour faire l'expérience des conditions les plus extrêmes. Aujourd'hui, les choses sont plus structurées, mais en ce temps-là, on lâchait simplement les équipages en pleine nature, sans provision, en attendant de voir s'ils s'en sortiraient. Avant de voyager vers la Lune, il a dû recueillir et étudier des échantillons de roches dans le Grand Canyon, explorer d'anciennes formations volcaniques dans un site sécurisé du Nevada et examiner des évents de gaz et de lave, des lacs de magma et des cratères sur l'île d'Hawaï. Le 20 juillet 1969, on a servi à Armstrong un copieux petit déjeuner avant le décollage. Steak, œufs, pain grillé, jus et café. Il s'agissait de ce que les médecins appellent un repas à faible résidu et qui lui permettrait de ne pas aller aux toilettes trop rapidement. Il lui a fallu 109 heures et 42 minutes pour atteindre la surface de la Lune, dans une zone appelée la mer de la Tranquillité. Il a dû parcourir 386 242 km pour y arriver. L'équipage aurait pu opter pour l'océan des tempêtes ou Sinus Medei. Mais ce premier site favorisait un bon atterrissage car la visibilité y était suffisante, la surface relativement lisse et sa distance permettait d'économiser du carburant. Lorsqu'il est arrivé à environ 150 mètres au-dessus de la surface lunaire, Armstrong a dû piloter la navette manuellement pour ne pas risquer d'atterrir dans un cratère dangereux. Il a manœuvré en survol pendant environ 1 minute et demie, déplaçant l'appareil avec précision afin de trouver une assise suffisamment stable. Une fois la navette posée, il a immédiatement envoyé un message désormais célèbre au centre de contrôle à terre situé à Houston, au Texas. L'Aigle a atterri. Il a ensuite descendu l'échelle du module lunaire, filmé par une caméra fixée à l'engin. La caméra transmettait les images vers la Terre où des centaines de millions de personnes suivaient attentivement sa progression. À 22h56 précise, ce même jour, Armstrong a posé le pied sur le sol lunaire en déclarant « C'est un petit pas pour l'homme, mais un bond de géant pour l'humanité ».
Le planning indiquait que l'astronaute devait dormir avant d'aller marcher sur la Lune pour la première fois, mais Armstrong a choisi de sortir plus tôt que prévu. Manifestement, dormir était impossible. Si Armstrong était sorti de l'appareil sans le respirateur de sa combinaison, il aurait perçu une odeur étrange de moisi et de soufre. Il ne l'a senti qu'après être retourné à l'intérieur du module. De la matière avait adhéré à sa combinaison et l'odeur s'est répandue dans toute la cabine. Il l'a plus tard comparée à celle qu'on sent dans une cheminée humide ou celle qui flotte dans l'air après un feu d'artifice. Qui aurait pu imaginer qu'une bougie parfumée aurait été nécessaire dans une navette spatiale ? À part ceux qui sont allés sur la Lune depuis lors, personne n'a pu savoir précisément en quoi consistait cette odeur. Au retour de cette première mission, des échantillons de sol et de roches lunaires rapportés dans des récipients hermétiques ont été livrés à des laboratoires. Mais étrangement, une fois ceux-ci ouverts, aucune odeur n'a pu être constatée. Il a également affirmé que la surface de la Lune était ferme et poudreuse, et qu'il n'avait pas eu de difficulté pour se déplacer. Un autre membre de son équipage l'a rejoint environ 20 minutes plus tard. Leur promenade sur la Lune a duré un peu plus de 2 heures. Au cours de leur sortie, Armstrong et son coéquipier ont installé divers appareils sur la surface de notre satellite. L'un d'eux était destiné à mesurer précisément la distance entre la Terre et la Lune, en chronométrant le trajet aller et retour d'un rayon laser entre les deux corps spatiaux. Un autre était destiné à mesurer la probabilité des tremblements de Lune et des impacts de météorites, ce qui nous a appris que la Lune était bien vivante après tout. Nous savons aujourd'hui que les plus grands tremblements de Lune sont beaucoup plus faibles que les plus grands tremblements de Terre et que ces séismes peuvent durer près d'1 heure, soit beaucoup plus longtemps que sur Terre. Ils ont réussi à recueillir environ 23 kg d'échantillons de roches et de sol. Ils ont également pris de nombreuses photos du terrain et ont planté un drapeau américain. Armstrong a même eu l'occasion de s'entretenir avec le président Richard Nixon pendant moins d'1 minute. Pour finir, Armstrong devait aller explorer ce qu'on appelle aujourd'hui le cratère ouest, à 60 mètres de distance du module lunaire. C'est la plus grande distance parcourue depuis la navette lors de cette mission, à peu près les 2/3 d'un terrain de football. Une fois son travail terminé, Armstrong est retourné dans le module pour prendre un peu de repos. En se préparant pour le décollage, Armstrong et son équipage ont découvert qu'ils avaient endommagé l'interrupteur d'allumage du moteur d'ascension en le manipulant avec leurs gants. Ce n'est pas grave, se sont-ils dit, et ils ont utilisé un morceau de stylo pour actionner le disjoncteur et lancer la séquence de lancement. À 13h54, le célèbre Aigle a entamé son ascension. En plus des appareils installés sur la surface de la Lune, une plaque a également été posée. Elle dit « Ici, des hommes de la planète Terre ont pris pied pour la première fois sur la Lune, juillet 1969, après Jésus-Christ. Nous sommes venus dans un esprit pacifique au nom de toute l'humanité. » Des années plus tard, Armstrong a dit que la NASA avait limité leur temps sur la Lune parce qu'ils ne savaient pas si les combinaisons résisteraient aux températures extrêmes de notre satellite. Moins de 127 degrés pendant la journée, à moins 173 la nuit. Les choses se sont un peu compliquées lorsque Armstrong a atterri sur Terre, car il avait été exposé à des particules spatiales inconnues. Conséquence, avec son équipe, ils furent placés en quarantaine dès leur retour, aussitôt après l'atterrissage de leur capsule dans l'océan Pacifique, le 24 juillet. Ce confinement imposé aux astronautes d'Apollo 11 est l'une des raisons pour lesquelles nous avons aujourd'hui des micro-ondes dans nos cuisines. En revenant de leur mission, ils ont d'abord passé leur premier jour dans une installation de quarantaine mobile, dite MQF. Bien sûr, il y avait des fauteuils, des couchettes, des toilettes et des douches dans la MQF. Mais il ne restait pas beaucoup de place pour cuisiner de bons plats chauds. Comme il était impossible d'y installer un four ordinaire, mais aussi pour réduire les risques d'incendie, la NASA a dû faire preuve de créativité. Et c'est ainsi que le premier four à micro-ondes de cuisine a été mis au point. Les astronautes pouvaient maintenant facilement préparer leurs repas sans disposer d'une cuisine équipée. Aujourd'hui, tu peux voir ce micro-ondes dans un musée d'Oakland, en Californie. Après son retour sur Terre, Armstrong a déclaré qu'il ne chercherait plus jamais à atteindre les étoiles. Mais il n'a pas pour autant cessé d'explorer. En 1985, il s'est joint à une équipe professionnelle de grands exploreurs pour se rendre au pôle Nord. Il était accompagné de l'alpiniste Edmund Hillary, de l'aviateur Steve Fossett et du photographe Patrick Morrow.
Et ensemble, ils ont atteint le pôle le 6 avril 1985. Armstrong a expliqué qu'il voulait voir à quoi ressemblait notre pôle glacé depuis la surface de la Terre. Il ne l'avait jusque-là vu que depuis la Lune. La mission Apollo 11 fut néanmoins inoubliable pour Armstrong, car en 2015, la Smithsonian Institution a découvert qu'il avait gardé un sac en tissu rempli de différentes petites pièces provenant du module lunaire. Parmi celles-ci, son câble de ceinture, quelques lampes et leurs supports, une clé à molette d'urgence et le viseur optique qui était installé au-dessus du hublot du module d'Armstrong. Il contenait également la caméra d'acquisition des données qui a enregistré les images emblématiques d'Armstrong faisant son petit pas sur la Lune. Armstrong a gardé ce sac pendant de nombreuses années, jusqu'à ce que sa veuve le retrouve parmi ses affaires. Il n'en avait même pas parlé à son biographe, qui lui avait pourtant demandé plusieurs fois s'il avait conservé quelque chose en souvenir de sa mission. Mais il n'y avait rien de clandestin dans son acte. Il a simplement affirmé, en rentrant, vouloir rapporter quelques petites choses sans importance. C'est un petit pas pour l'homme, un bond de géant pour l'humanité. C'est ce qu'a dit Neil Armstrong, le premier humain à avoir posé le pied sur la surface de la Lune. Il s'y trouvait avec Buzz Aldrin, passant 2h30 sur la surface lunaire. La préparation de ce projet a pris 2 ans et tout l'équipement que les astronautes transportaient pesait plus de 80 kg. Il n'a pas été facile de se poser sur la Lune. De nombreuses tentatives dans l'histoire se sont soldées par des échecs. Par exemple, les astronautes de l'un des programmes Apollo disposaient de suffisamment de carburant pour envoyer des personnes sur la surface lunaire en 3 jours seulement. Mais comme ils voulaient économiser du carburant, il leur a fallu plus d'1 mois pour y arriver. Il n'y a pas de GPS pour te dire où atterrir exactement. Le vaisseau spatial voyage vite et il doit ralentir dans le vide sans avoir assez d'informations. Mais depuis 1969, 12 personnes y ont déjà marché. La Lune est le seul corps spatial que les humains aient visité jusqu'à présent. Les autres n'ont été visités que par des robots. Mais toutes ces personnes n'étaient là que pour une courte visite. La NASA a annoncé son programme visant à établir une présence permanente sur la Lune. Cela aiderait la recherche scientifique et pourrait être un bon point pour apprendre à faire de même sur d'autres missions, comme celle sur Mars. Imagine être la 13e personne à aller sur la Lune. Un silence effrayant, de la poussière de Lune sous tes pieds, et rien d'autre qu'un ciel noir infini avec des étoiles partout autour de toi. Mais tu n'as pas le temps d'admirer la vue. Il y a beaucoup de problèmes que tu dois résoudre avant d'atterrir. Tout d'abord, notre corps est comme une machine adaptée aux conditions de la Terre, comme la gravité, l'atmosphère, l'air que nous respirons et la nourriture que nous mangeons. C'est sur notre planète que nous fonctionnons de manière optimale. Notre gravité est 6 fois plus forte que celle de la Lune, dont les conditions sont pratiquement comparables à celles du vide. Quoi que tu fasses, ce ne serait pas malin de retenir ta respiration dans de telles conditions. L'air serait arraché à ton corps. L'oxygène encore présent dans celui-ci se dilaterait avec les fluides corporels. Il pousserait contre les vaisseaux sanguins et les tissus organiques. Ton corps, tes jambes et tes bras perdraient leur forme actuelle et gonfleraient comme un ballon, jusqu'à doubler leur taille normale. Si tu restais dans cet état plus longtemps, tu ne survivrais pas. Mais tu n'exploserais pas. Ta peau est assez élastique et elle maintiendrait ton corps ensemble. Les liquides de ton corps qui seraient exposés s'évaporeraient. La surface de tes yeux et de ta peau, tout se mettrait à bouillir. La salive bouillirait littéralement sur ta langue, mais le sang serait toujours liquide. Les parois des vaisseaux le protégeraient de l'ébullition. Pas d'atmosphère, pas d'oxygène non plus. L'oxygène qui se trouve déjà dans tes poumons disparaîtrait rapidement et tu n'aurais plus rien à respirer. Si tes organes cessaient de recevoir de l'oxygène, généralement acheminé par le sang vers les différentes parties de ton corps, tu t'évanouirais parce que ton cerveau cesserait de fonctionner. Cela se produirait dans les 15 premières secondes. C'est le temps dont dispose ton corps pour utiliser l'oxygène restant dans le sang afin que le cerveau continue de fonctionner. Reste comme ça plus longtemps et adieu mon pote. Pas de couche d'ozone, pas de champ magnétique puissant, l'atmosphère de la Lune a une densité similaire à celle des couches supérieures de l'atmosphère terrestre où se trouve la Station spatiale internationale. Cela signifie que ton corps serait exposé à tous ces dangereux rayonnements ionisants de l'espace que nous ne pouvons pas ressentir aujourd'hui parce que les couches qui entourent la Terre nous protègent. Sur Terre, nos muscles et nos os sont conçus pour résister à la force gravitationnelle. Sans gravité, nous commencerions à perdre nos muscles et nos os s'affaibliraient. C'est comme avec le blobfish, une créature marine qui ressemble à l'animal le plus triste de la Terre. Ce poisson vit dans les profondeurs de l'océan. Là-bas, il ressemble à la plupart des autres poissons.
juste un peu plus effrayant. Mais lorsqu'il est à l'air libre, il devient plat et son corps entier ressemble à un pudding bizarre et triste, tout cela à cause des différences de pression. La Lune te ferait ressembler à un blobfish à cause des changements radicaux de pression atmosphérique. Il n'y a pas de pression qui tiendrait ton corps ensemble. Sur Terre, une colonne d'air exerce une pression d'environ 15 à 20 tonnes sur toute la surface de ton corps. Nous ne la remarquons pas car cette colonne d'air exerce une pression égale sur le corps de tous les côtés. Il y a aussi de l'air à l'intérieur de ton corps. La pression interne est la même que celle de l'atmosphère. Et sur la surface lunaire, il n'y a pas de pression extérieure pour la maintenir. Il fait également très froid là-haut. Les températures changent radicalement, passant de 120 degrés Celsius le jour à moins 133 degrés Celsius la nuit. Une journée sur la Lune dure 29 jours terrestres. Cela signifie que tu passerais 14 jours et demi dans une lumière insupportable et les 14 jours et demi suivants dans une obscurité cosmique effrayante. Ton corps pourrait éventuellement geler si c'est la nuit, comme dans d'autres endroits de l'espace. Selon l'endroit où tu te trouves, cela se produirait dans les 12 à 26 heures. Ou si tu visitais la Lune au cours d'un seul après-midi normal, tu serais brûlé vif. Il est préférable de faire comme Apollo 11 et de venir à l'aube. La surface lunaire n'est plus très froide et elle n'a pas eu le temps de devenir extrêmement chaude. Mais si tu as survécu à tout cela, il y a des millions de frappes de météorites chaque année. Toutes ces petites particules de roche ou de poussière qui se déplacent assez rapidement, ou même les débris en orbite des vaisseaux spatiaux et des satellites. Un être humain ne serait pas capable de survivre dans ces conditions plus d'1 minute. Pour réussir et rester un peu plus longtemps sur la Lune, la première chose à faire est de se protéger des radiations. Tu auras besoin d'une pression atmosphérique simulée, semblable à celle de la Terre, et elle doit être stable. Tu devras maintenir la température de ton environnement afin d'éviter que ton corps ne gèle ou brûle. Une protection contre les débris spatiaux et la poussière cosmique. De l'oxygène respirable. Tu auras également besoin d'un système de communication, d'eau, de nourriture et peut-être d'autres choses nécessaires pour fonctionner normalement. En 1982, la NASA a commencé à utiliser une unité de mobilité extravéhiculaire, EMU, pour ses activités dans l'espace. La dernière mission Artemis a motivé le développement d'une nouvelle génération de combinaisons spatiales. La XEMU est une combinaison étonnante de nouvelle génération qu'ils ont mise au point. Elle sera probablement déployée d'ici quelques années. Le scaphandre dispose de réserves d'oxygène, à la fois pour la respiration et pour le maintien de la pression qui conserve le corps en un seul morceau. La première partie, Liquid Cooling Garment, de la combinaison est moulante, ce qui signifie qu'elle s'adapte à la forme de ton corps et possède un système qui reçoit de l'eau froide et la fait circuler dans toute la combinaison. C'est ainsi qu'elle maintient une température d'environ 20 degrés Celsius. L'eau absorbe la chaleur et passe ensuite dans la deuxième partie, XPLSS, de la combinaison. La Lune est le seul satellite naturel permanent de notre planète et le deuxième satellite le plus dense, juste après Io, la Lune de Jupiter. Elle s'est formée lors d'une collision connue sous le nom de Big Wack. Un énorme objet spatial de la taille de Mars a heurté notre planète il y a 4,6 milliards d'années, peu après l'apparition du système solaire et du Soleil. Un nuage de roches vaporisées s'est formé, constitué d'un mélange de particules provenant de la Terre et de l'autre objet. Il s'est mis en orbite autour de notre planète, s'est refroidi et s'est transformé en un anneau de petits corps solides. Ils se sont ensuite rassemblés et c'est ainsi que la Lune s'est formée. La Lune présente des caractéristiques intéressantes comme une eau inhabituelle qui se déplace et saute dans tous les sens à mesure que sa surface se réchauffe et se refroidit au cours de la journée. L'eau est là jusqu'à ce qu'une partie en fonde, se réchauffe et finisse dans l'atmosphère de la Lune. L'eau flotte alors et atteint une zone suffisamment fraîche pour retourner à la surface. La Lune nous montre toujours le même visage. Sa face proche est marquée par de grandes plaines sombres. Il y a encore des traces de pas à la surface de la Lune car personne n'y est allé depuis 1972, l'année du dernier Apollo. Il n'y a pas d'activité géologique là-bas comme des volcans ou des tremblements de terre. Pas de pluie ni de vent pour les effacer. Ne serait-il pas temps d'en faire de nouvelles ? L'alunissage a constitué l'une des plus grandes réalisations de l'histoire de l'humanité. Le monde traversait une période difficile, si bien que voir des représentants de l'espèce humaine là-haut aura été quelque chose d'extraordinaire. Le 16 juillet 1969, Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins sont devenus les premiers hommes à quitter avec succès l'atmosphère de notre planète en direction d'une terre inconnue. C'est Neil qui a fait les premiers pas sur la Lune, après avoir manœuvré le vaisseau spatial avec une grande précision. La mission Apollo 11 a été le grand pas pour l'humanité dont tout le monde avait besoin.
Lorsqu'ils sont revenus en toute sécurité sur Terre, ils ont été accueillis comme des héros, et le rêve de tous les enfants a été de les imiter. Ils étaient dans une capsule avec un parachute qui a atterri à près de 1600 km de la côte d'Honolulu, avec un équipage qui les attendait. Ils étaient les personnes les plus célèbres du monde à ce moment-là. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Aller dans l'espace présentait de nombreuses menaces potentielles dont personne n'avait vraiment parlé. Il y avait tellement de préparatifs à régler pour le lancement, sans parler de l'entraînement et des recherches. Ils ne savaient pas à quoi s'attendre puisque c'était le premier voyage de ce genre dans toute l'histoire. Il y avait tellement de mystères derrière la Lune que les scientifiques ont proposé une théorie selon laquelle les 3 astronautes auraient pu attraper des germes microscopiques de l'atmosphère lunaire, ce qui aurait pu être dangereux pour l'humanité. Dès qu'ils ont atterri sur Terre, ils ont dû rester en isolement pendant 3 semaines. La crainte était réelle. La communauté médicale était extrêmement inquiète de ces potentielles bactéries extraterrestres et ne voulait prendre aucun risque. Le public était tout aussi effrayé. Les hélicoptères de récupération ont plané au-dessus d'eux. Les plongeurs de sauvetage ont frotté en profondeur l'écoutille de la capsule avec de l'iode pour désinfecter tout ce que la capsule aurait pu apporter de l'espace. Ensuite, on leur a donné des bigs, des combinaisons d'isolation biologique à porter dans la capsule avant de sortir dans l'atmosphère terrestre. Après avoir enfilé les combinaisons, ils ont été désinfectés à l'eau de Javel et emmenés sur un porte-avions par hélicoptère pour être escortés jusqu'à une unité mobile d'isolement. L'unité a accosté à Hawaï, tandis qu'ils étaient dans l'installation de quarantaine mobile jusqu'à ce qu'elle soit transportée par avion à la base aérienne d'Ellington à Houston, au Texas. Ils ont ensuite été placés dans un laboratoire de réception lunaire. Là-bas, ils ont dû passer 15 jours de plus dans une pièce scellée pour réduire le risque de s'exposer au monde extérieur. Ils devaient rester dans la lumière ultraviolette pour éliminer tout microbe ou bactérie de l'espace. À la fin de chaque journée, toutes les personnes travaillant au LRL devaient se désinfecter et se doucher pour écarter tout risque. Et dans le cas où ils seraient infectés par certains microbes lunaires, ils devraient aussi être placés en isolement, tout comme les astronautes. À l'intérieur de l'unité, les 3 hommes ont dû trouver des moyens de se divertir. Comme il leur restait 2 semaines d'isolement, ils ont fait ce que d'autres auraient fait dans une pièce fermée. Ils ont discuté. Ils ont beaucoup ri et ont eu toutes les sortes d'interactions qu'ils pouvaient avoir les uns avec les autres. Les rapports stipulent qu'ils étaient à l'aise à l'intérieur, mais comme il n'y avait pas grand-chose à faire, ils se sont vite ennuyés. Ils mangeaient bien et avaient tous les repas nécessaires pour rester en bonne santé. Pendant ce temps-là, ils ont pratiqué certaines activités comme le tennis de table, l'entraînement à la salle de sport et ont même joué du ukulélé. En tout cas, c'est ce qu'a fait Neil Armstrong. Certains d'entre eux couraient d'avant en arrière dans le couloir. Les astronautes perdent leur masse musculaire lorsqu'ils restent trop longtemps dans l'espace, de sorte que faire de l'exercice n'est pas seulement une distraction, mais une obligation. Ils ont même organisé une fête et célébré le 39e anniversaire de Neil en isolement. Il a eu droit à un gâteau avec des bougies cuisinées par l'un des membres du personnel du LRL. En outre, ils avaient des cartes à jouer pour se divertir, des magazines et des reportages sur leur mission. Ils ont également parlé à certains membres de leur famille lorsqu'ils en avaient l'occasion, soit par téléphone, soit séparés par des murs de verre. Ils respectaient la vie privée de chacun et trouvaient des moyens de s'occuper lorsque l'un d'entre eux parlait à un membre de sa famille ou discutait de quelque chose en toute confidentialité. Ils ont aussi dû passer des tests médicaux quotidiens et avoir de longs débriefings avec la NASA, séparés par une vitre. Ils ont passé du temps à travailler sur des rapports de mission et à remplir d'autres documents. La cerise sur le gâteau est arrivée lorsque le président Nixon leur a rendu visite avant qu'ils ne soient envoyés au LRL pour les féliciter d'être les héros que tout le monde admirait. Une fois ces 21 jours écoulés, ils ont été libérés de leur isolement. Les scientifiques n'ont rien trouvé d'effrayant dans leur système, ni rien qu'ils aient rapporté avec eux. Il n'y avait aucun agent pathogène, microbe ou bactérie provenant de la Lune. Ce qui signifie qu'il n'y avait pas de vie sur notre rocher flottant. Les 3 hommes ont enfin pu rentrer chez eux auprès de leur famille et profiter de la liberté de l'atmosphère terrestre. Finalement, le principe de la quarantaine au retour a été abandonné, mais tous les astronautes qui se rendent à la Station spatiale internationale doivent rester en isolement avant le lancement, pour ne pas apporter d'infection là-haut. Les scientifiques ont aujourd'hui les yeux rivés sur Mars pour une prochaine colonisation. Le programme SpaceX d'Elon Musk se veut le fer de lance de la mission et vise à utiliser des robots pour poser le premier pied sur la planète rouge. Le Tesla Bot a été présenté en 2021 et peut nous imiter assez bien. Il peut faire les tâches quotidiennes ennuyeuses que nous n'aimons pas, comme le ménage, les courses et porter des objets lourds.
Grâce au fait qu'ils marchent comme nous pourrons avoir une bonne idée de la façon dont les humains se déplaceront sur Mars. Les robots peuvent envoyer des rapports à la Terre dès qu'ils reçoivent les données et peuvent probablement étudier l'environnement s'il y a effectivement des microbes extraterrestres qui vivent sur Mars. Mais rien de tout cela n'arrivera de sitôt. Il y a beaucoup d'étapes à franchir avant que nous puissions réellement vivre sur la planète rouge. Le premier défi est de s'y rendre. Les scientifiques ont prédit que cela pourrait prendre jusqu'à 9 mois à l'intérieur d'un grand vaisseau spatial suivant un itinéraire soigneusement tracé. Il y aura probablement de nombreux robots pour aider en cas de besoin les quelques humains spécialisés dans divers domaines. Sans aucun doute, il y aura des chambres à coucher, une salle d'exercice et une salle de loisirs pour n'en citer que quelques-unes. Ce sera risqué mais excitant. Et après ces longs mois de voyage, il sera temps de procéder à l'atterrissage, qui sera tout aussi difficile, sinon plus. La NASA a utilisé une grue aérienne spéciale pour faire descendre le rover Curiosity sur la surface de Mars en 2012. Alors peut-être pouvons-nous développer une technologie similaire pour nous installer avant l'arrivée du vaisseau spatial. Une fois que ces choses seront réglées, il sera temps de se préparer pour l'étape cruciale, l'installation. Les étapes initiales ont été étudiées et l'équipage sait exactement quoi faire et où et quoi construire. Les robots et les ingénieurs construiront des quartiers d'habitation, des fermes intérieures et les éléments de base nécessaires à la survie. Bien sûr, ils pourront apporter une certaine quantité de nourriture et de ressources qui pourront tenir des années, mais le but principal est d'être autonome. Il faudra produire de l'eau, de la nourriture et de l'air respirable si nous voulons nous en sortir là-haut. Il y a des preuves que Mars était autrefois un monde rempli d'eau. Il est donc possible qu'il y ait de l'eau sous terre ou dans les calottes glaciaires. Nous ne pouvons pas faire pousser de culture sans eau, ce qui nous amène à notre prochain défi, faire pousser de la nourriture au milieu d'une terre désolée. Nous devrons vivre dans des dômes pour pouvoir respirer et nous promener sans combinaison protectrice. Faire pousser de la nourriture dans ces dômes sera donc une évidence, mais l'approvisionnement en eau étant limité pour les cultures, nous devrons trouver un moyen de produire de l'eau et d'imiter les conditions permettant aux plantes de pousser. Une fois que ces choses seront construites et étudiées, viendra le prochain défi, alimenter la colonie en énergie. L'énergie solaire est l'un des choix les plus évidents. Cette source d'énergie peut alimenter des piles à combustible et des batteries nucléaires pour notre usage quotidien. Et une fois que tout cela sera opérationnel, nous pourrons enfin dire que nous avons une colonie en dehors de la Terre. Tôt ou tard, d'autres vaisseaux arriveront, avec plus de gens qui s'installeront et construiront un avenir là-bas. D'ici là, nous saurons s'il y a des microbes étrangers qui pourraient constituer une menace et nous n'aurons pas à mettre les colons en quarantaine. Et tout ce que cela coûtera, ce sont quelques dizaines de milliards de dollars. Une broutille pour le prochain grand pas de l'humanité. L'équipage spatial se prépare au lancement depuis plus de 3 ans. Les préparatifs en vue de l'atterrissage sur l'étrange corps céleste comprenaient la collecte et l'étude d'échantillons de roches dans le Grand Canyon, l'exploration d'anciennes formations volcaniques sur le site de sécurité nationale du Nevada et l'examen de cheminées de gaz et de magma, de lacs de lave et de cratères à divers endroits de l'archipel d'Hawaï. Pour pouvoir résister aux conditions de microgravité, ils ont appris à marcher en oblique en étant attachés et suspendus latéralement et en essayant de se déplacer le long des murs. Ils ont dû éprouver leurs limites en suivant un régime alimentaire et de sommeil intensif pour s'assurer qu'ils seraient en sécurité dans l'espace. Il leur a fallu 3 jours, 3 heures et 49 minutes pour atteindre la surface de ce nouveau monde sur un site appelé la mer de la Tranquillité. Ils auraient pu opter pour l'océan des tempêtes ou la baie centrale, mais ils ont choisi cet endroit pour atterrir parce qu'il offrait une bonne visibilité et qu'il était relativement lisse et facilement atteignable avec le moins de propergoles possible. L'une des premières choses qu'ils ont remarquées en arrivant sur place, c'est que l'endroit sentait plutôt mauvais. Tout cela peut ressembler au début d'un roman de science-fiction, mais c'est en fait l'histoire vraie de la façon dont la mission Apollo 11 a atterri sur la Lune le 20 juillet 1969. Depuis lors, la Lune a accueilli 12 visiteurs humains jusqu'à aujourd'hui. Nous la considérons comme notre voisine de l'espace, mais il y a encore beaucoup de choses que nous ne savons pas sur ce mystérieux objet céleste. Et cela ne devrait pas être une surprise, puisque la Lune nous montre en fait toujours le même visage. C'est parce que la Terre et son seul satellite naturel permanent sont en rotation synchrone, ce qui nous fait croire qu'elle reste toujours immobile. En réalité, elle n'est pas dans une position fixe et elle s'éloigne progressivement de la Terre de 4 cm par an. Crois-le ou non, la Terre et la Lune, bien que séparées de 384 000 km, influent beaucoup l'une sur l'autre.
Si la Lune est en partie responsable des marées à la surface de notre planète, c'est en fait notre Terre qui est responsable des mouvements de la Lune. On les appelle les tremblements de Lune et ils durent bien plus longtemps que les tremblements de Terre, certains pouvant atteindre une demi-heure. La Lune peut nous sembler parfaitement ronde par une chaude nuit d'été, mais elle est en réalité ovale. Cette forme de citron est due à la force gravitationnelle de la Terre. Notre Lune présente davantage que des empreintes de pas lorsqu'il s'agit de traces humaines. En 1969, les astronautes américains ont laissé de nombreux objets à la surface de notre satellite, comme 2 balles de golf, un dessin du célèbre artiste Andy Warhol et un message de la reine Elisabeth II. L'une des dernières personnes à avoir marché sur la Lune à ce jour, un astronaute nommé Eugène Cernan, a griffonné les initiales de sa fille sur la surface en 1972. Comme il semble qu'il n'y ait pas de vent ou tout autre type de météo là-bas, les lettres TDC pourraient y rester à tout jamais. Il est possible d'être allergique à la Lune. Harrison Jack Schmitt, un astronaute de la mission Apollo 17, a passé quelque temps dans une vallée de la mer de la Sérénité, puis est remonté dans le module lunaire de l'équipage, mais il y avait de la poussière de Lune sur lui. Au moment où il a retiré sa combinaison spatiale, il a eu les yeux rouges, des crises d'éternuement et d'autres réactions allergiques qui ont duré 2 heures. Comme elle est si proche de nous, nous avons établi que la Lune avait un fuseau horaire qui lui est propre. Nous l'appelons l'heure standard lunaire, mais elle ne correspond pas à l'heure sur Terre. Pour obtenir un équivalent, le calcul est un peu complexe, mais en termes simples, une année sur la Lune est divisée en 12 jours, chacun étant à peu près aussi long qu'un mois sur Terre. Chacun de ces jours a reçu le nom d'un astronaute différent qui a marché sur la Lune. La date de début de ce calendrier coïncide avec le moment où Neil Armstrong a marché sur la Lune. Ainsi, l'année lunaire 1, jour 1, a commencé le 21 juillet 1969 à 2h56 et 15 secondes en temps universel. Comme la Lune a une atmosphère très fine, elle a des températures assez extrêmes, aussi bien chaudes que froides. Elles peuvent aller jusqu'à 93 degrés Celsius, mais près des pôles, elles avoisinent plutôt les moins 240 degrés Celsius. D'aussi loin que l'on se souvienne, les humains ont essayé de retracer le lien entre notre satellite naturel et la Terre, émettant des hypothèses pour expliquer pourquoi l'existence de la Lune nous affecte autant. Au Moyen-Âge, les scientifiques et les philosophes pensaient que pendant une pleine lune, certaines personnes étaient plus susceptibles de souffrir de différents problèmes de santé. Parce qu'ils voyaient ce lien inexplicable avec la pleine lune, les personnes présentant ces symptômes étaient qualifiées de lunatiques, ou parfois encore plus littéralement, de malades de la Lune. Les humains ne sont pas les seules créatures vivant sur Terre qui soient affectées par les cycles lunaires. Les propriétaires de chiens sont 28% plus susceptibles d'emmener leur animal aux urgences vétérinaires pendant une pleine lune. Tu penses peut-être que c'est la raison pour laquelle les loups ont cette préférence pour hurler à la pleine lune, surtout dans la culture populaire. Mais les scientifiques n'ont pas pu prouver de lien entre le comportement des loups et les cycles lunaires, alors c'est peut-être tout simplement un mythe. Le plus grand cratère connu de notre système solaire se trouve aussi sur notre Lune et s'appelle le bassin pôle sud Aitken. Cette formation géante est située sur la face cachée de la Lune et mesure 2500 km de diamètre. L'un des nombreux éléments que nous n'avons pas encore totalement compris à propos de notre satellite, ce sont les éclairs de lumière inhabituels que l'on peut parfois voir à sa surface. Les scientifiques ont nommé ces éclairs phénomènes lunaires transitoires ou PLT en abrégé, et ils ont été observés dans le monde entier depuis des siècles. L'un des premiers exemples de PLT remonte à 1178, lorsque des moines de Canterbury ont affirmé avoir vu une torche enflammée à la surface de la Lune après le coucher du soleil. Les PLT ne sont pas simplement des éclairs lumineux. Les rapports détaillent également d'autres événements inhabituels comme des brumes semblables à du gaz, des colorations rougeâtres, vertes, bleues ou violettes, ou même l'assombrissement de certains endroits sur la Lune. Est-ce que quelque chose d'étrange se passe avec notre satellite ? Est-ce le début ou avons-nous seulement commencé à les remarquer avec les nouveaux équipements d'études de l'espace que nous avons aujourd'hui ? Les scientifiques ont élaboré de nombreuses théories différentes pour essayer de comprendre ce qui peut être à l'origine de ces événements. Ces éclairs inhabituels sur la Lune pourraient être causés par n'importe quoi, des impacts météoriques à l'activité électrostatique. Il est difficile de trouver l'explication de chaque événement, car la plupart de ces épisodes ne sont attestés que par un seul observateur sur Terre ou depuis un seul endroit.
Le fait qu'il y ait une activité sismique notable sur la Lune peut aussi expliquer pourquoi nous pouvons parfois voir des éclairs de lumière inhabituels à la surface de notre satellite. Lorsque la surface de la Lune bouge, cela peut provoquer l'éruption de différents gaz réfléchissant la lumière, ce qui peut expliquer ces développements lumineux. Certains scientifiques ont même suggéré qu'une activité géologique résiduelle pourrait également en être la cause. C'est d'autant plus surprenant que nous avons toujours considéré la Lune comme un monde sans vie. As-tu déjà remarqué que notre Lune peut changer de couleur? Il existe en fait de nombreuses explications scientifiques à cela. La Lune semble être d'un gris teinté de brun lorsqu'on la regarde depuis l'extérieur de l'atmosphère terrestre. Lorsqu'on la regarde depuis la surface de la Terre, la Lune semble changer de couleur en fonction de divers phénomènes. La Lune vue près de l'horizon sera très probablement jaune ou teintée de rouge. Une lune de couleur bleue, plus rare, indique que l'on regarde notre satellite à travers une atmosphère transportant de grandes particules de poussière. La Lune peut même apparaître violette à certains moments, mais la cause de cette teinte spécifique est encore sujette à débat. Le fait que nous ne sachions pas exactement quelle quantité d'eau il y a à la surface de la Lune n'est pas la principale raison pour laquelle nous ne nous installons pas déjà là-haut. Il semble que les radiations soient les principales responsables. Des études récentes ont montré que la surface de la Lune avait un taux de radiation 5 à 10 fois plus élevé que celui que tu subis lors d'un vol transatlantique. Cela signifie qu'il est 200 fois plus élevé que le taux à la surface de la Terre. Lors de futures explorations lunaires, comme le projet Artemis par exemple, les scientifiques doivent prendre cela en considération pour ne pas exposer les astronautes. Nommé d'après la déesse Artemis, sœur d'Apollon, ce programme vise non seulement à placer des astronautes sur la surface lunaire à l'avenir, mais aussi à y construire une sorte de colonie pour étudier la Lune dans des conditions sûres. Alors que le projet a débuté en 2017, la première mission prévue doit être lancée à l'été 2022, avec une durée estimée de 25 jours. L'engin spatial sans équipage devrait atteindre l'orbite lunaire et revenir en toute sécurité avec suffisamment de données pour la prochaine mission comportant 4 astronautes prévue en mai 2024. Artemis 3, 4 et 5 devraient être lancés respectivement en 2025, 2026 et 2027, chacun ayant une durée prévue d'environ 30 jours. On a longtemps cru que la Lune s'était formée à la suite d'un énorme impact avec la Terre. Un corps céleste de la taille de Mars a pu s'enfoncer dans notre planète et faire éclater une partie de sa croûte. Les débris qui en ont résulté se sont alors rassemblés en une boule compacte qui est ensuite devenue notre Lune. Mais une question sème le doute chez les scientifiques. La croûte terrestre est pauvre en métaux, alors comment se fait-il que la Lune en contienne autant ? Les toutes dernières études rejettent cette théorie principale et nous ne savons donc toujours rien avec certitude sur la naissance de notre satellite naturel. Sur la Lune, le fer est conservé en parfait état car il n'y a pas d'oxygène. Il ne peut tout simplement pas rouiller. Mais il y a quelques années, les scientifiques ont fait une découverte inattendue. Dans les régions les plus élevées de notre satellite, le fer s'oxyde et rouille bel et bien. Au début, cette découverte a rendu les astronomes extrêmement perplexes. La présence de rouille pourrait signifier que les gens peuvent respirer au moins dans certaines zones de la Lune. Mais ensuite, une explication s'est imposée. L'oxygène pourrait avoir atteint la roche sans vie depuis notre planète. En l'absence d'atmosphère, les vents solaires balaient la Lune sans relâche, et rien ne peut les arrêter. Ces éruptions pourraient arracher de l'oxygène aux couches supérieures de l'atmosphère terrestre et le transporter jusqu'à la Lune. Les molécules s'immobilisent alors aux points les plus élevés de la surface de la Lune. Cela expliquerait pourquoi les métaux ne s'oxydent pas au fond des ravins et surtout sous la surface de la Lune. L'eau sur Terre est une énigme pleine de mystères. La théorie la plus répandue est qu'elle a été apportée sur notre planète par des comètes et des astéroïdes glacés qui ont laissé derrière eux non seulement de puissants cratères, mais aussi la substance liquide grâce à laquelle nous pouvons aujourd'hui prospérer. Mais une nouvelle avancée suggère un autre scénario. Dans l'espace, il y a tout un tas de matière organique, et dans des conditions spécifiques, cette matière pourrait créer tellement d'eau qu'elle suffirait à remplir nos océans 1 millier de fois. Les chercheurs ont mené une expérience dans laquelle ils ont chauffé cette matière organique et ont obtenu de l'eau claire et du pétrole. Si cela est confirmé par de futures études, cela pourrait signifier que même le pétrole est apparu sur Terre non seulement grâce aux restes fossilisés d'êtres vivants, mais qu'il est aussi venu de l'espace. Les changements climatiques dont nous sommes témoins s'inscrivent probablement en partie dans un cycle naturel.
Des chercheurs de l'Université de Californie à Santa Cruz ont imaginé un modèle dans les variations climatiques de notre planète, et il ressemble à des saisons extrêmement longues. Parfois, ces états peuvent durer des millions d'années, et ils sont tous liés à la façon dont la Terre est positionnée par rapport au Soleil. Ces saisons ont été surnommées Ice House, Cool House, Warm House et Hot House, en fonction des températures dominantes. Au cours des 3 derniers millions d'années par exemple, notre planète a été dans l'état Ice House, puisque la dernière période glaciaire ne remonte pas à si longtemps. Mais les activités humaines, en ajoutant à l'effet de serre, ont poussé l'état du climat vers l'état Warm House beaucoup plus rapidement qu'il ne l'aurait fait sans nous. Lorsque cet état arrivera, la température globale de la Terre atteindra des valeurs tropicales, ce que la planète n'a pas connu depuis plus de 50 millions d'années. Revenons maintenant à la Lune. On peut la voir à différents endroits du ciel, de différentes tailles et même de différentes couleurs chaque nuit. La taille et l'emplacement sont assez faciles à expliquer. Comme la Terre tourne autour de son axe et tourne autour du Soleil, nous voyons la Lune voyager dans le ciel nocturne et se rapprocher ou s'éloigner de notre planète. Le fait qu'elle soit jaune vif ce soir et rouge sombre demain est plus complexe à expliquer. La couleur naturelle de la Lune vue de l'extérieur de l'atmosphère terrestre est gris brunâtre. Depuis la surface de notre planète, cependant, elle peut varier beaucoup. Lorsqu'elle est vue juste au-dessus de nos têtes, elle semble généralement brillante et presque blanche, car sa lumière réfléchie traverse une couche relativement fine de l'atmosphère. Presque rien ne bloque et ne réfracte la lumière, si bien qu'elle apparaît très claire. La Lune peut paraître jaune, orange ou même rouge lorsqu'elle est vue juste au-dessus de l'horizon. L'effet est similaire à ce qui se passe au lever et au coucher du Soleil, lorsque le Soleil semble être rouge. La lumière parcourt un chemin beaucoup plus long pour atteindre tes yeux depuis cet endroit, et une grande portion de la partie bleue de son spectre est perdue. Cela transforme la couleur de la lumière en une variété beaucoup plus chaude. Notre satellite naturel peut aussi paraître bleu, et la raison en est la présence de fines particules dans l'air. Elles réfractent la lumière, de sorte que la Lune n'a jamais l'apparence qu'elle a en dehors de l'atmosphère. Mais quand les particules sont plus grosses que d'habitude, elles lui donnent cette couleur bleutée. Enfin, il y a de très rares moments où la Lune peut paraître violette. Personne ne sait vraiment pourquoi cela se produit, mais les astronomes pensent que ce doit être une combinaison de l'atmosphère, des particules de poussière et peut-être d'autres choses. Il n'y a pas d'explication claire. Les tremblements de Lune n'appartiennent pas seulement à la science-fiction. Ils ne se produisent pas aussi souvent que sur notre planète, et quand ils le font, ils se produisent plus près du centre du satellite. Les scientifiques pensent que les tremblements de Lune pourraient être causés par la gravité de la Terre et du Soleil. Il y a aussi des tremblements de Mars. Pendant longtemps, la planète rouge a été considérée comme inactive d'un point de vue tectonique. Mais des observations plus récentes ont montré qu'elle connaît encore de faibles séismes de temps en temps. Tu ne pourrais probablement même pas les sentir si tu te tenais à la surface de Mars. Mais cela signifie que certains processus géologiques sont toujours en cours sous le paysage rouge et poussiéreux. Il n'y a pas de côté obscur de la Lune. Notre satellite est en rotation synchrone avec la Terre, ce qui signifie qu'il est toujours tourné vers nous du même côté, tandis que l'autre est toujours caché à nos yeux. Le Soleil est beaucoup plus loin de nous que la Lune, et il réchauffe et éclaire tour à tour un côté et l'autre de la Lune, tandis que nous tournons tous les deux en rond. Cela signifie que la Lune est éclairée par le Soleil d'un côté ou de l'autre, mais nous ne pouvons pas le voir de là où nous sommes. Chaque année, la Lune s'éloigne de la Terre à cause de l'interaction entre la force gravitationnelle de la Lune et nos océans. Elle s'éloigne d'environ 4 cm chaque année, ce qui signifie que dans 600 millions d'années, elle sera 23 000 km plus loin de la Terre qu'elle ne l'est actuellement. Ce délai est tout à fait symbolique. C'est le moment où les éclipses solaires totales cesseront de se produire. Il y a de l'eau sur la Lune. Pas des flaques d'eau ou des lacs, mais des grains de glace d'eau qui existent dans les parties qui sont en permanence ombragées près des pôles de la Lune. Les scientifiques pensent que l'eau est arrivée sur la Lune il y a longtemps, pendant une période où la Lune et la Terre étaient constamment percutées par des astéroïdes et des comètes qui contiennent de la glace d'eau. Ce processus pourrait même nous avoir aidés à obtenir nos propres lacs et océans, et pas seulement l'eau glacée de la Lune. Des recherches plus récentes indiquent que l'intérieur de la Lune contenait déjà de l'eau et qu'elle est remontée à la surface pendant l'activité volcanique. La même chose a pu se produire sur notre planète aussi. Pour ceux qui pensent que la Terre n'a qu'une seule Lune, il faut savoir qu'il y a 2 autres astéroïdes en rotation synchrone avec notre planète.
Le premier ne tourne pas vraiment autour de la Terre, mais a une sorte d'orbite synchronisée avec la planète. C'est pourquoi on dirait qu'il suit la Terre sur une orbite stable, alors qu'en réalité, il suit son propre chemin spécifique autour du Soleil. Le deuxième suit une orbite en fer à cheval autour de notre planète. Sa trajectoire spécifique rapproche cet astéroïde de nous tous les 95 ans. La Lune a son propre fuseau horaire appelé heure standard lunaire. Le temps est différent sur la Lune et une année y est divisée en 12 jours, sachant que chacun est aussi long que nos mois. Les jours ont reçu des noms en l'honneur des astronautes qui ont marché sur la Lune. Le calendrier lunaire commence au moment où Neil Armstrong a posé le pied sur la Lune en 1969. La croûte de la Lune n'a pas la même épaisseur dans toutes ses parties. L'épaisseur moyenne est d'environ 50 km, mais il y a des zones beaucoup plus minces et beaucoup plus épaisses. Cela est parfois dû aux cratères que l'on trouve sur toute sa surface, et il y a aussi de gros tubes creux en dessous. Un orbiteur lunaire a trouvé un de ces tubes il y a plusieurs années, et il est plutôt énorme. Bien que la forme du tube soit irrégulière, il pourrait contenir un terrain de football entier. Les scientifiques ne savent toujours pas ce qu'ils pourraient trouver dans ces profondeurs. Il pourrait s'agir d'un système de tunnel ou d'une merveille géologique. L'explication la plus répandue de cette chose est qu'il s'agit d'un tube de lave comme on en trouve aussi sur Terre. Lorsqu'une coulée de lave refroidit, elle se recouvre d'une croûte dure qui s'épaissit ensuite et crée un toit sur cette même lave. Elle continue de couler, mais lorsqu'elle s'arrête, le canal peut se vider, ce qui donne un tube vide.